Ma femme a fixé le juge et a dit qu'elle voulait tout. La maison, la voiture, les comptes d'épargne, tout sauf notre fils. J'ai regardé mon avocat et j'ai simplement dit « Donnez-lui tout ». Un silence de plomb est tombé sur la salle d'audience. Pendant une seconde, je n'ai entendu que le vieux ventilateur de plafond dans le couloir, le cliquetis régulier d'une pale mal fixée par un soir d'été. Même l'huissier a cessé de se balancer d'un pied sur l'autre. La plume du juge Mercier est restée suspendue au-dessus des papiers, comme si elle avait oublié comment bouger. Sylvie, elle, se tenait droite dans son tailleur bleu marine, la coiffure impeccable qu'elle arborait pour ses photos de profil sur les réseaux sociaux. Lisse, lumineuse, pas une mèche de travers. Elle ne me regardait pas comme la femme qui, pendant 27 ans, m'avait vu rentrer avec de la poussière de ciment sur mes chaussures de sécurité. Elle me regardait comme si j'étais un vieil appareil électroménager qu'elle avait enfin décidé de remplacer. De son côté de la table, son avocate, maître Dubois, a penché la tête avec cette confiance tranquille des juristes qui pensent que le calcul est simple. La maison, les voitures, les comptes, l'épargne retraite. Et la seule chose dont Sylvie ne voulait pas s'encombrer, selon ses propres mots, notre fils, Hugo. Mon avocat, Stéphane Fournier, s'est penché si près que je pouvais sentir son chewing-gum à la menthe. Il a chuchoté entre ses dents. « Philippe, c'est de la folie. Elle va beaucoup trop loin. On ne peut pas laisser passer ça. » Je n'ai pas tourné la tête. Mes yeux sont restés fixés sur le coin de la table où quelqu'un, des années plus tôt, avait gravé un minuscule cœur dans le bois. Je sentais le poids de la salle d'audience, comme on sent le poids d'une toiture quand on est debout dans un grenier. Tout ce qui est au-dessus de vous, soutenu par des poutres invisibles. « Non, j'ai dit. » Les sourcils de Stéphane ont fait un bond. « Donnez-lui tout, ai-je répété, d'une voix si calme qu'elle m'a moi-même surpris, comme si je commandais un café. Les lèvres de Sylvie ont eu un léger soubresaut. Pas vraiment un sourire, plutôt de la satisfaction, comme si elle obtenait enfin ce qu'elle pensait mériter. Le juge Mercier s'est éclairci la gorge. « Monsieur Leclerc, je dois m'assurer que vous comprenez bien ce que vous acceptez. » « Je comprends parfaitement, ai-je répondu. Et c'était vrai. Les gens pensent qu'un expert en bâtiment passe sa vie à chercher des problèmes chez les autres. Des solives pourries, des fondations fissurées, des moisissures qui grimpent le long d'un mur de cave comme une confession silencieuse. Mais la vérité, c'est qu'après 30 ans de métier, on ne peut plus éteindre ce regard. Vous entrez dans votre propre cuisine et vous remarquez que le sol s'affaisse un peu près du frigo. Vous voyez la fissure fine, comme un cheveu le long de la cloison, et vous vous dites que ce n'est rien, juste la maison qui travaille. C'est ce que j'ai fait avec mon mariage pendant des années. Le juge Mercier a de nouveau baissé les yeux sur le dossier. Et vous acceptez également que votre épouse conserve la résidence principale, allée des Peupliers, les véhicules et la majeure partie des actifs communs. Vous conserverez vos biens personnels listés et la garde principale de votre fils, Hugo Leclerc. Sylvie a étouffé un petit rire. Hugo avait 19 ans. Techniquement, le tribunal n'avait pas à statuer sur sa garde comme pour un enfant, mais Sylvie avait tenu à clarifier sa position, noir sur blanc, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. Tout sauf le fils. Cette phrase n'avait pas seulement atterri dans la salle d'audience, elle m'avait percuté en pleine poitrine. Hugo n'était pas un canapé qu'on pouvait jeter pour en acheter un qui irait mieux avec la nouvelle déco. Il n'était pas un carton qu'on dépose chez Emmaüs parce qu'on court après une autre vie. Mais Sylvie avait déjà décidé qu'il ne cadrait pas avec l'image qu'elle voulait afficher. Le regard du juge s'est adouci une demi-seconde, et j'ai vu l'homme derrière la robe. « Monsieur Leclerc, dit-il plus lentement, est-ce que quelqu'un vous force à accepter cet accord ?» J'ai enfin regardé Sylvie. Ses yeux étaient secs, fixes, beaux comme ils l'avaient toujours été, même quand elle était cruelle. « Non, monsieur le juge, ai-je dit, personne ne me force. J'ai signé la page qu'on a fait glisser devant moi. Le stylo semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Pas parce que c'était difficile d'écrire mon nom, mais à cause de tout ce que ce nom avait signifié. Des années à construire quelque chose, à réparer, à payer les factures à temps, à essayer de bien faire pour ma famille. Sylvie regardait ma main bouger comme si elle assistait à un virement bancaire. Quand j'ai eu fini, j'ai reposé le stylo doucement, comme s'il pouvait se briser. L'audience n'était pas la fin, pas vraiment. C'était une porte qui se fermait, une porte que j'avais déjà franchie dans ma tête des mois auparavant. Car tout n'avait pas commencé dans ce tribunal. Tout avait commencé 8 mois plus tôt, vers 2 heures du matin, avec la lueur bleue du téléphone de Sylvie qui éclairait notre cuisine comme un gyrophare. À l'époque,
Je dormais encore dans le même lit qu'elle. Je croyais encore que notre vie, bien rangée, typique de la banlieue lyonnaise, était assez solide pour durer. Je m'étais levé pour boire un verre d'eau. Rien de dramatique, juste ce qui arrive à 56 ans. Les genoux qui grincent, la vessie moins patiente qu'avant. J'ai traversé le couloir en chaussettes, passant devant les photos encadrées. Hugo a 8 ans, tenant une petite perche au lac de Miribel-Jeunage. Sylvie et moi à un match de l'OL, le visage rougi par le soleil et le sourire aux lèvres. Le genre de photos qui vous font croire que vous connaissez quelqu'un. La cuisine était sombre, à l'exception de la lumière du téléphone. Sylvie était à table, penchée, les pouces s'agitant à toute vitesse. Elle ne m'a pas entendu tout de suite. L'air sentait légèrement sa crème pour le visage, lavande, très chère. Un de ces produits qu'elle avait commencé à acheter après s'être inscrite sur des groupes de femmes qui parlaient de se réinventer. Je me suis arrêté dans le couloir, sans chercher à espionner, juste parce que sa posture avait quelque chose de secret, de tendu, comme si elle essayait d'empêcher quelque chose de déborder. Le message à l'écran n'était pas difficile à lire de là où j'étais. Grosses lettres blanches sur fond noir. J'ai hâte d'avoir ma propre scène, tu vas être irrésistible. Puis un autre. Une fois que tu seras libre, tu n'auras plus à traîner ce poids mort. Un poids mort. Ma gorge s'est asséchée. Mon cœur a fait cette chose stupide où il essaie de se frayer un chemin à travers vos côtes. Sylvie a souri à l'écran. Pas un sourire de politesse, un vrai. Le genre de sourire qu'elle ne m'avait pas adressé depuis longtemps. J'ai reculé sans un bruit, puis j'ai fait demi-tour et je suis retourné dans le couloir, comme si mes jambes appartenaient à quelqu'un d'autre. Dans la salle de bain, je me suis regardé dans le miroir. Je ressemblais à ce que j'étais, un type qui vieillit, des pas de doigts, les tempes grisonnantes. Les épaules encore larges après une vie à porter des échelles et des caisses à outils, mais avec cette fatigue autour des yeux qu'on ne peut pas effacer. Je suis retourné me coucher. 20 minutes plus tard, Sylvie s'est glissée à côté de moi, le téléphone posé face contre table, agissant comme si elle était juste allée boire un verre d'eau, elle aussi. Elle sentait la lavande et le mensonge. Le lendemain, je ne l'ai pas confrontée. Ça peut paraître lâche, peut-être que ça l'était. Mais j'ai visité assez de maisons où les gens paniquent à la minute où vous pointez une fissure. Ils se disputent, rejettent la faute, rebouchent avec du plâtre bon marché et repeignent par-dessus la tâche. Ça ne répare jamais la fuite. Alors j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai commencé à inspecter. Pas son téléphone, pas tout de suite. J'ai inspecté la vie autour de moi. La façon dont Sylvie parlait, s'habillait, les nouvelles habitudes qui ne collaient pas avec les anciennes. L'activité de homestaging de Sylvie avait commencé modestement. « Juste quelques objets, Philippe », avait-elle dit en agitant la main. « Les gens paient bien pour ça, c'est juste temporaire. » Le temporaire est devenu permanent. La première chose à disparaître fut le joli plaid que la grand-mère d'Hugo avait crocheté. Puis notre meilleure lampe. Puis le jeu de chaises de la salle à manger dont j'avais resserré les boulons moi-même après qu'Hugo y eut renversé du lait quand il avait 5 ans. Notre salon a commencé à se vider. Le grand canapé a disparu un samedi, pendant qu'Hugo et moi étions chez Noroto pour acheter des pièces pour ma vieille Peugeot. À notre retour, il y avait une causeuse bas de gamme à sa place. Le genre qui s'affaisse au milieu comme si elle avait renoncé. Hugo est resté planté là, son sac à dos sur l'épaule, à regarder la pièce. « Il est où le canapé ?» Sylvie est entrée derrière nous, un grand sourire aux lèvres, tenant un gobelet d'une célèbre chaîne de café comme si elle avait gagné un prix. « Il est chez une cliente, c'est bon, celui-là fait l'affaire. » Le regard d'Hugo a croisé le mien. Il n'a pas dit ce que je savais qu'il pensait, que notre maison se faisait vider pièce par pièce, et que d'une manière ou d'une autre, sa mère agissait comme si c'était un progrès. J'ai ravalé ma colère, car je ne savais pas encore où la mettre. « D'accord, ai-je dit, tant qu'il revient. » Sylvie a ri. « Tu t'inquiètes toujours trop. » Il n'y avait pas que le canapé. J'ai commencé à remarquer des cartons dans le garage, fermés par du ruban adhésif et étiquetés de l'écriture de Sylvie. J'ai commencé à remarquer que notre compte joint baissait à des moments étranges. Pas pour des courses ou de l'essence, mais comme si quelqu'un achetait des articles de valeur en toute hâte. Et puis je l'ai vu. Pas à 2 heures du matin, pas dans un SMS secret. Je l'ai vu au seul endroit où on ne peut pas mentir à un homme comme moi, sur papier. Le relevé du plan d'épargne pour les études est arrivé par la poste un jeudi. J'étais rentré plus tôt d'une visite de chantier. Un vieil immeuble dans l'ouest de la ville avec une cave qui sentait le carton humide. J'étais fatigué, le dos raide, et j'ai fait comme d'habitude. J'ai trié le courrier sur le comptoir. L'enveloppe était fine, officielle.
Le nom d'Hugo n'était pas dessus, mais j'ai reconnu le logo de la société d'investissement. Je l'ai ouverte. Le solde était plus bas. Pas un peu plus bas, plusieurs milliers d'euros en moins. Ma première pensée a été une erreur informatique, quelque chose qui serait corrigé. Puis j'ai vu la ligne de transaction, nette et sans pitié, virement sortant. Je suis resté debout dans ma propre cuisine, la même où Sylvie avait souri en lisant le mot « poids mort » et j'ai senti quelque chose bouger en moi, comme une poutre qui cède enfin après avoir trop pourri. Cet argent n'était pas à nous, pas comme Sylvie l'entendait. C'était l'avenir d'Hugo, et Sylvie l'avait pris comme on emprunte une lampe. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, les talons de Sylvie ont claqué sur le carrelage, un son sec, assuré, celui de quelqu'un qui pense entrer dans la vie qu'elle mérite. J'ai glissé le relevé dans son enveloppe et je l'ai posé. Pas parce que j'avais peur d'elle, parce que pour la première fois, je comprenais exactement ce qu'elle faisait. Elle ne quittait pas un mariage, elle était en train de démolir une maison jusqu'aux fondations pour en vendre les matériaux. Et je n'allais pas l'arrêter en criant, j'allais l'arrêter comme j'empêche une structure dangereuse de blesser les gens à l'intérieur, en laissant la vérité supporter tout le poids. Après cette nuit-là, j'ai commencé à tenir un journal de bord, date, heure, quels objets partaient et ne revenaient pas, quels retraits correspondaient à quels achats. Pas pour la piéger, parce que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. On documente ce qu'on voit. On ne se dispute pas avec la pourriture, on la mesure. La véritable gifle est arrivée 2 semaines plus tard. C'était un mardi soir, gris et froid. Hugo était à son IUT pour un groupe de travail. Sylvie n'était pas là. J'avais la maison pour moi. J'ai appelé la société d'investissement depuis ma camionnette. La femme au téléphone a été polie et distante. Monsieur, le virement a été autorisé par l'un des titulaires du compte. Lequel ai-je demandé. Il y eut une pause. Madame Leclerc. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché avant qu'elle n'entende ma voix changer. J'ai de nouveau fixé les chiffres, comme s'ils pouvaient se réorganiser si je les regardais assez fort. Cet argent, c'était des années à se serrer la ceinture, à sauter des vacances, à conduire des voitures jusqu'à ce qu'elles tombent en morceaux. Tout ça pour qu'Hugo ait une chance de s'en sortir sans être noyé sous les prêts. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Sylvie est entrée en fredonnant, les joues roses de froid, un sac d'une boutique du centre-ville à la main. Elle s'est figée en voyant les papiers sur la table. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé. « Le compte pour les études. » Elle a posé son sac lentement. « Pourquoi tu regardes ça ?»« Parce qu'il manque de l'argent. » Elle a croisé les bras. « C'est un investissement, ça reviendra. »« Tu l'as pris ?» ai-je dit, en gardant ma voix stable. « Tu as pris l'argent des études d'Hugo ?» Son visage s'est durci. « Ne sois pas ridicule, c'est notre argent. »« C'est pour Hugo ?» Elle a levé les yeux au ciel. « Hugo s'en sortira, les jeunes se débrouillent, et puis cette entreprise, c'est pour nous tous. » C'est là que j'ai su. Pas seulement qu'elle avait pris l'argent, mais qu'elle n'y voyait aucun mal. Sylvie s'est détournée, la conversation déjà terminée pour elle. Je suis épuisé, on en parlera plus tard. Ce plus tard n'est jamais venu. Le mois suivant, la maison s'est vidée encore plus. Un soir, Hugo était assis à la table de la cuisine, les coudes posés, le regard perdu. « Papa, a-t-il dit doucement, on va déménager ?» J'ai senti cette question comme un clou à travers ma chaussure. « Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. » Il a hoché la tête, la mâchoire serrée. « D'accord. » 3 semaines plus tard, Sylvie a annoncé qu'elle voulait divorcer, comme si elle annonçait un nouveau projet. « Je ne suis pas heureuse, a-t-elle dit, debout dans cette même cuisine qu'elle avait vidée. Je veux plus de la vie, et je ne vais pas m'en excuser. » Elle avait déjà parlé à une avocate, déjà choisi ce qu'elle voulait, la maison, les voitures, les comptes. Je ne lui ai posé qu'une seule question. « Et Hugo ?» Elle a agité la main. « Il est presque adulte, il peut rester avec toi. » Comme si elle laissait derrière elle un meuble qu'elle n'avait pas envie de déménager. Ce soir-là, après qu'elle fût allée se coucher, je suis resté seul dans le salon. La causeuse bon marché a grincé quand je me suis assis. Les murs semblaient plus éloignés qu'avant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de notes. J'ai intitulé le fichier « Allée des peupliers » et j'ai commencé à tout écrire. Le truc, avec la pourriture, c'est qu'une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. Sylvie a déposé les papiers du divorce 1 semaine plus tard. Le lendemain, j'ai appelé Stéphane Fournier. On s'était rencontrés au repas annuel de l'amicale du quartier.
C'était le genre d'avocat qui vous serre encore la main comme si ça avait un sens. On s'est vu dans un petit routier près de la Nationale. Je lui ai tout exposé, comme un rapport de non-conformité. Les faits d'abord, les sentiments après. On peut se battre, a-t-il dit. Rien qu'avec l'histoire du compte épargne. Je ne suis pas là pour me battre, ai-je répondu. Ça l'a arrêté net. Alors pourquoi êtes-vous là? Parce que je devais savoir comment un bâtiment s'effondre sans emporter les mauvaises personnes avec lui. Je lui ai dit ça, mais avec d'autres mots. Stéphane a soupiré. Si vous attaquez maintenant, elle va se braquer. Ça va durer des mois, vous coûter une fortune. J'ai hoché la tête. Ça correspondait à mon intuition. Et si je ne le fais pas? Stéphane a hésité. Alors vous risquez de tout perdre. Tout n'est pas tout, ai-je dit. Le silence de ma part, Sylvie l'a pris pour une capitulation. Je le voyais dans sa façon de me parler, brève, méprisante. Pendant ce temps, je documentais. Je prenais des photos du garage quand elle n'était pas là. Les piles de meubles, les lampes encore étiquetées. Je notais les numéros de série, comme je note les modèles d'appareils sur un rapport d'inspection. J'épluchais les relevés bancaires. Je n'ai rien piraté. Tout ce que je voyais était soit posté à la maison, soit lié à des comptes où mon nom figurait encore légalement. Et puis, il y a eu le box de stockage, une charge mensuelle sur le relevé, pas donnée. Quand je lui ai posé la question, elle a à peine levé les yeux de son téléphone. C'est pour le surplus. Une recherche rapide a confirmé mes soupçons. Le box était dans une zone industrielle non prévue pour un usage commercial comme celui qu'elle en faisait. Normes incendie, questions de responsabilité, le genre de détails qui n'ont pas d'importance jusqu'au jour où ils en ont. Je ne l'ai pas dénoncé. Ce détail est important. J'ai juste tout noté. Laisser quelqu'un construire sur un mauvais terrain n'est pas la même chose que de pousser le bâtiment. L'audience approchait. Hugo m'a trouvé un soir, assis à table, le bloc-notes jaune ouvert. « Maman dit que tu la laisses prendre la maison ?» J'ai rencontré son regard. Je choisis ce qui est important. Il m'a regardé, puis a dit « C'est moi, c'est ça ?» J'ai tendu la main et lui ai serré le bras. Toujours. Sylvie a demandé un accord à l'amiable accéléré, rapide, propre. Elle voulait en finir avec le passé. Je n'ai pas négocié. J'ai accepté presque tout, à 2 conditions. La garde d'Hugo et le temps d'examiner attentivement les documents. Je passais mes nuits à tout lire à la lumière d'une petite lampe de bureau. Je lisais chaque ligne comme je lis un plan, à la recherche des termes porteurs. Propriété, responsabilité, reprise des passifs. Sylvie était si concentrée sur ce qu'elle obtenait qu'elle n'a pas demandé ce qui venait avec. À la fin, notre maison ne ressemblait plus à une maison. Elle ressemblait à une maison témoin après le départ des déménageurs. Propre en surface, vide en dessous. Un après-midi, elle parlait au téléphone en arpentant le salon, ses talons claquant sur le parquet que j'avais moi-même rénové. « Oui, j'aurai la maison d'ici l'été, disait-elle. Philippe a lâché l'affaire, il n'a pas le cran de se battre. » Je faisais semblant de ranger mes outils dans le garage. Chaque mot confirmait ce que je savais déjà. Elle pensait que c'était une question de force. Elle ne comprenait rien aux inspections. La veille de l'audience, Hugo et moi avons mangé une pizza sur des assiettes en carton, car la bonne vaisselle était déjà partie. Sylvie était encore sortie. « Papa, » a dit Hugo. « T'es sûr de toi ?» J'ai écouté le bourdonnement du frigo, le tic-tac de l'horloge, des sons que j'entendais depuis des décennies. « Non, » ai-je dit, « je ne suis pas sûr, mais je suis sûr de toi. » Il a hoché la tête. « D'accord. » Ça suffisait. Le matin de l'audience, j'ai fermé la porte à clé derrière moi et j'ai posé la clé sur le comptoir, là où Sylvie la trouverait. Au tribunal, elle m'a souri en me voyant, un sourire confiant. Je me suis assis à côté de Stéphane, j'ai croisé les mains et j'ai attendu. Le juge Mercier a lu les termes de l'accord à voix haute. La maison pour Sylvie, les véhicules pour Sylvie, les comptes pour Sylvie, les parts de l'entreprise exclusivement pour Sylvie. Je sentais chaque bien m'échapper, comme un outil qu'on pose pour la dernière fois. Je n'ai pas bronché. Et la garde du fils des parties, Hugo Leclerc, restera principalement avec monsieur. Leclerc, comme convenu. Le juge a levé les yeux. Monsieur Leclerc, confirmez-vous votre accord ? Je confirme. Et Madame Leclerc ? Oui, a dit Sylvie d'une voix nette, j'ai signé. Mon nom paraissait plus petit que prévu sur la page. Sylvie a signé à son tour avec un petit soupir de satisfaction. C'était fini, du moins, c'est ce qu'elle croyait. Y a-t-il autre chose ? A demandé le juge. Sylvie s'est adossée à sa chaise, un sourire déjà en formation. Maître Dubois a commencé à secouer la tête. Stéphane s'est levé.
Votre honneur, nous demandons respectueusement que le tribunal prenne acte des pièces jointes soumises avec l'accord. Sylvie s'est tournée brusquement vers son avocate. Quelle pièce jointe? Le greffier a tendu au juge un dossier plus mince, agrafé à l'accord. Maître Dubois a attrapé sa copie. Ses yeux ont parcouru la première page. Son visage a changé. Juste une pause, un clignement d'yeux. Le regard de quelqu'un qui réalise qu'un chiffre ne colle pas. La couleur a quitté ses joues. Maître Dubois, a dit le juge. L'avocate s'est levée si brusquement que sa chaise a crissé sur le sol. Votre honneur, j'ai besoin d'un instant. Sylvie lui a attrapé le bras. Qu'est-ce qu'il y a? La voix de Maître Dubois s'est étranglée. Ça change tout. En quoi? A demandé le juge, le front plissé. L'avocate a regardé Sylvie, puis le juge, la panique perçant à travers son calme professionnel. Votre honneur, les documents ci-joints indiquent des passifs importants et non déclarés, liés aux actifs de l'entreprise que ma cliente vient d'accepter en totalité. Le sourire de Sylvie s'est évaporé. De quoi tu parles? Maître Dubois s'est tourné vers elle, les yeux écarquillés. Sylvie, ces rapports, ces virements, ces dettes, elles sont à toi maintenant, toutes. Sylvie s'est levée. Philippe, qu'est-ce que tu as fait? J'ai soutenu son regard, calmement. J'ai signé ce que tu as demandé. Votre honneur, a repris Maître Dubois d'une voix dure. Cet accord inclut la reconnaissance des pièces financières détaillant un risque de redressement fiscal, des dettes fournisseurs impayées et de potentielles infractions liées aux actifs que Madame Leclerc a insisté pour conserver. La salle a commencé à bruisser. Sylvie a secoué la tête, d'un rire bref et nerveux. C'est ridicule. Vous m'aviez dit que tout était en ordre. La voix de Maître Dubois a craqué. J'ai dit que ce que vous m'aviez montré était en ordre. Le juge a fermé le dossier lentement. Il s'est tourné vers moi, puis vers elle. Le tribunal prend acte de ces pièces jointes. Compte tenu des informations présentées, il pourrait y avoir d'autres procédures concernant la divulgation financière et les responsabilités. Sylvie s'est retournée vers moi, le visage crispé de colère. « Tu m'as piégé. » J'ai secoué la tête. « Non, j'ai arrêté de tout faire tenir pour toi. » Le juge a de nouveau regardé les documents. Ces pièces indiquent des fonds transférés depuis un compte épargne-études protégé et des actifs stockés dans des lieux non déclarés ou non autorisés. La bouche de Sylvie s'est ouverte, puis refermée. C'était temporaire. Le juge a levé les yeux. Votre mari a-t-il autorisé ces transferts? Elle n'a pas répondu. Maître Dubois s'est retourné contre elle, la fixant avec des yeux fous. Vous vouliez tout, a-t-elle sifflé. Eh bien maintenant, vous l'avez. La voix du juge était ferme. Monsieur Leclerc a renoncé à la propriété. La responsabilité suit la propriété. Le silence est retombé, plus profond cette fois. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pas du triomphe, du soulagement. Parce que le poids que je soutenais depuis des années, en silence, obstinément, venait enfin de glisser de mes épaules. Sylvie s'est laissée retomber sur sa chaise, anéantie. Le juge Mercier a frappé un coup de maillet. L'audience est levée. Je suis sorti sans me retourner. Dehors, l'air froid de Lyon m'a frappé le visage, vif et propre. J'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, la structure derrière moi n'était plus à moi de la faire tenir. Le premier soir, Hugo et moi avons dîné par terre dans notre nouvel appartement. Un petit 3 pièces à Villeurbanne. Des murs beiges, une moquette fine, une vague odeur de peinture fraîche et de produits au citron. On a mangé un poulet rôti acheté chez Carrefour sur des assiettes en carton. Il n'y avait pas d'écho ici. Les pièces étaient plus petites, mais l'air semblait plus léger. Quelques jours plus tard, les appels ont commencé. D'abord le numéro de Sylvie, encore et encore. Puis des numéros inconnus. Puis un message vocal de Maître Dubois, tout en professionnalisme glacial enrobé de panique. Je n'ai pas rappelé. J'avais cédé la propriété. Avec, j'avais cédé la responsabilité. C'était l'accord que Sylvie voulait. Et pour une fois dans sa vie, elle obtenait exactement ce qu'elle avait demandé. Les nouvelles sont allées vite. Lyon, ce n'est pas un village, mais c'est assez petit pour que tout se sache. L'entreprise de Sylvie a commencé à se défaire. Les fournisseurs réclamaient leur dû. La société de stockage a signalé le box. Puis les lettres des impôts sont arrivées, en recommandé. Elle postait beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Je pensais que je ressentirais de la satisfaction, mais ce que je ressentais était plus stable, la paix.
Le genre de paix qui arrive quand on arrête de se mentir sur ce qu'on essaie de faire tenir debout. Un soir, Hugo et moi étions sur le canapé, notre canapé cette fois, bon marché mais solide, à regarder la météo sur France 3 Rhône-Alpes. C'est drôle, a dit Hugo, de voir comment les choses s'accumulent avant d'exploser. J'ai hoché la tête. Ouais, toujours. Il m'a jeté un regard. Ça va, papa? J'ai pensé à la maison de l'allée des Peupliers, au chambranle de la porte avec les marques au crayon, à la vie que j'y avais construite, et à la vie que j'avais encore, assise à côté de moi. Ça va, ai-je dit. Et c'était la vérité. Sylvie avait eu la maison, mais j'avais gardé notre foyer. Elle avait eu l'entreprise, mais j'avais gardé mon nom.